La matinale RCF, le grand invité. Bienvenue à l'écoute de RCF, c'est le grand invité de la rédaction. Bonjour Tigrani Gavian. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et du Caucase, chercheur à l'Institut chrétien d'Orient. Vous avez publié notamment Géopolitique de l'Arménie aux éditions Bibliomonde. Et c'est justement de l'Arménie dont on va parler avec vous ce matin, et plus spécifiquement du Haut-Karabakh. Alors le Haut-Karabakh, c'est une enclave arménienne au milieu du territoire de l'Azerbaïdjan, un territoire peuplé d'environ 120 000 personnes. On va se charger d'y voir plus clair ce matin avec vous. Peut-être pour commencer aujourd'hui, quelle est la situation sur ce territoire ? Donc la situation elle est plus que dramatique. On parle en fait d'un territoire qui est grand comme la moitié d'un département français, donc c'est un petit territoire, mais qui atteste une population arménienne autochtone depuis des millénaires, puisque le Haut-Karabakh, ou l'Artsakh de son nom arménien, est à la fois le berceau et le bouclier de la nation arménienne. Le bouclier le berceau, oui, parce que c'est là que la civilisation arménienne est née, qu'elle a pris naissance. Les monastères l'attestent, les ruines archéologiques l'attestent, etc. Et nous avons aussi un relief extrêmement montagneux, qui fait que le Karabakh a toujours eu une population arménienne qui s'est maintenue malgré les multiples invasions qui ont ravagé cette région. Donc un bouclier qui protège en fait l'Arménie contre les invasions venues de l'Est, de l'Asie centrale, les Seldjoukides, les Mongols, etc. C'est aujourd'hui un territoire qui est menacé de mort, puisque nous avons une population qui, depuis tout le temps, a toujours voulu rester au sein de l'Arménie. Et bon, je vais vous la faire courte, mais le Karabakh a été arraché de l'Arménie en 1921. Donc en 1921, le Karabakh est arraché du territoire arménien qui est un peu plus à l'est, voilà, à l'ouest. Oui, exactement, parce que nous sommes dans le contexte de la soviétisation du Caucase, et le pouvoir soviétique qui prend place dans cette région stratégique au sud de ces marches avait comme volonté de donner un gage d'amitié à la Turquie. La Turquie, on va voir pourquoi, qui est en fait un pays qui est un peu le protecteur de l'Azerbaïdjan qui est un pays turcophone, et c'était aussi une manière de diviser pour régner. Donc les Arméniens du Karabakh sont retrouvés, en fait, on va dire, victimes d'une décision inique, et pendant toute l'époque soviétique, c'est-à-dire de 1921 jusqu'à 1988, ils n'ont eu de cesse que de réclamer le retour à la mère patrie. Donc pendant de longues années, l'Arménie est séparée de ce Haut-Karabakh. Il y a une alliance entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et en 1991, c'est l'effondrement du bloc soviétique. Oui, et le Karabakh est un test en fait de la démocratisation de ce qu'on appelle la perestroïka, parce que les Arméniens du Haut-Karabakh réclament légalement le retour à l'Arménie soviétique par voie légale, et la réponse du pouvoir soviétique, à la fois de Moscou et de l'Azerbaïdjan soviétique, ça va être donc la violence. On peut dire que la situation de ce peuple, c'est une situation en fait d'un peuple colonisé. En fait, c'est pas vraiment un conflit à la base religieux, c'est plutôt un conflit colonial. Vous avez une population qui est colonisée par... Il y a un enjeu religieux tout de même. Il y a une population chrétienne qui appartient à l'église apostolique arménienne, et vous avez une population azerbaïdjanaise qui est chiite, mais qui n'utilise pas forcément l'argument religieux. D'accord, c'est pas tant un sujet religieux qu'un sujet de colonisation d'un territoire. Exactement. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une guerre qui se produit de 91 à 94 entre la population arménienne du Karabakh, aidée par l'Arménie, et en face l'Azerbaïdjan. Et cette première guerre va s'achever en 94 par un cessez-le-feu favorable aux Arméniens du Karabakh, puisqu'ils gardent le contrôle de l'enclave, mais aussi ils contrôlent à une zone tampon qui entoure ce territoire, un glacis protecteur qui va se solder par des pertes colossales de la partie azerbaïdjanaise, 700 000 réfugiés, une dizaine de milliers de kilomètres carrés perdus, et ces territoires sont perçus comme une monnaie d'échange dans l'hypothèse d'un règlement du conflit. Mais le problème, c'est que ce conflit ne va jamais se régler, puisque après le cessez-le-feu de 94, personne ne reconnaît le droit aux Arméniens du Karabakh à l'autodétermination. Et c'est là que le bas blesse, parce que ce conflit est un conflit qui oppose deux visions antagonistes du droit international. D'un côté, l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, parce que, au nom du droit international, après la chute de l'Union soviétique, les frontières administratives soviétiques deviennent des frontières internationales. Donc l'Azerbaïdjan dit c'est mon territoire, les Arméniens n'ont pas de légitimité. Et puis à côté, on a une population arménienne du Karabakh qui dit nous voulons l'autodétermination, nous voulons être libres, sinon on va se faire exterminer. Et donc on pense à d'autres exemples comme le Kosovo qui pourraient être appliqués dans le cas du Karabakh, mais rien n'en a été. Donc en 1991, c'est bien un territoire azerbaïdjanais qui est dans le Haut-Karabakh, mais qui est peuplé d'Arméniens. Et puis en 2020, il y a eu un conflit très important. En 2020, donc l'Azerbaïdjan a sa revanche. Elle a sa revanche parce qu'elle a pu s'armer
armée considérablement. Elle a pu nouer des alliances très solides avec la Turquie, avec Israël, le Pakistan, l'Angleterre. C'est un pays très riche, l'Azerbaïdjan, parce qu'il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, et une démographie aussi qui lui est favorable. L'Arménie est démographiquement beaucoup plus faible. C'est un rapport de 1 à 8 à peu près. Et du coup, donc, au bout de 44 jours, l'armée azerbaïdjanaise, aidée aussi de mercenaires djihadistes recrutés par la Turquie, a pu reprendre à peu près 75% des territoires que contrôlaient les Arméniens. Elle a complètement étranglé le Haut-Karabakh arménien. Et donc, vous parlez tout à l'heure de ce fameux corridor de Latchine qui relie, au fait, une route. C'est une route de la vie, une route dorsale. Il faut peut-être expliquer qu'en fait, il y a un relief qui fait qu'il n'y a qu'une seule route pour arriver dans cette enclave. Il y en avait deux, mais celle du nord est tombée aux mains des Azéris. Donc, la seule route qui restait était contrôlée par des forces russes de maintien de la paix. Parce que les Russes ont pu s'imposer en arbitre. Arbitre, on va dire, maintenant plutôt favorable aux Azerbaïdjanais, alors qu'à la base, ils étaient neutres. Ils étaient plutôt favorables aux Arméniens à une époque où les Russes étaient en position de faiblesse. L'Arménie dépend beaucoup de la Russie. Mais le fait est que le contexte géopolitique est extrêmement mouvant, que le fait que la Russie déclenche une guerre contre l'Ukraine et donc pour contourner les sanctions internationales a besoin de l'Azerbaïdjan comme voie de transit de l'exportation de ses hydrocarbures, ça il faut le savoir. Il y a aussi une complicité entre deux régimes autoritaires, parce que le régime Aliyev et le régime Poutine sont deux régimes de même nature. Le régime azéri, le régime russe sont deux conflits, partenaires. Deux partenaires. Et dans cette hypothèse, dans cette configuration, les armées du Karabakh doivent leur salut, leur survie physique à ces 2000 hommes russes, des soldats russes de maintien de la paix, tandis que l'Arménie a perdu tout levier sur le Haut-Karabakh. Elle ne contrôle plus, si vous voulez, militairement ce territoire. Et non seulement elle ne contrôle plus, mais elle fait face à une politique extrêmement belliqueuse de l'Azerbaïdjan qui, non contente de vouloir se débarrasser totalement des Arméniens du Karabakh, entend aussi prendre de larges portions de territoire arménien, puisqu'elle contrôle actuellement plusieurs parties du territoire dans le sud de l'Arménie qui sont extrêmement stratégiques. Donc on a des milliers de morts à la fin de ce conflit, à la fin de la guerre en 2020. La victoire de l'Azerbaïdjan, incontestablement. Et puis les Russes, peut-être pour bien préciser, quel est le point qui a fait basculer la Russie? Vous disiez qu'au début, quand la Russie s'est positionnée comme arbitre, ils étaient plutôt côté de l'Arménie. Après, maintenant, ils sont plutôt du côté de l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que des raisons purement locales, notamment? Est-ce qu'il y a un fait qu'entre-temps, la Russie s'est engagée dans la guerre en Ukraine? Non, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est que la Russie, elle se comporte comme une puissance suzeraine. C'est-à-dire qu'elle considère que toute la région du Caucase, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, c'est sa chasse gardée. C'est donc sa zone d'influence traditionnelle. D'autre part, l'Arménie est un pays qui est démocratique. C'est la seule démocratie de la région d'ailleurs. Il faut le souligner, en 2018, il y a eu une révolution de velours qui a porté la société civile au pouvoir. Et la politique étrangère de l'Arménie maintenant est plutôt tend vers se rapprocher des standards occidentaux. Et ça, pour les Russes, c'est une ligne rouge, c'est inacceptable, parce que aux yeux du Kremlin, soit on est vassal, soit on est ennemi. Donc effectivement, la Russie n'est pas contente de ce gouvernement arménien qui... il faut aussi le rappeler, n'a pas d'alternative à la Russie pour sa protection, pour sa défense. C'est-à-dire que l'Arménie est trop dépendante de la Russie pour se protéger parce qu'il y a une base militaire russe en Arménie, parce que la Russie exporte de l'armement et des énergies. Et d'autre part, l'Arménie voudrait faire partie de l'Occident, mais l'Occident n'est pas intéressé par l'Arménie stratégiquement, même s'il y a une frontière avec l'Iran. Et tout ce qu'on entend de l'Occident, si vous voulez, c'est des messages d'amitié. Sauf que l'amitié franco-arménienne ou même américano-arménienne, ça n'a aucune traduction en relations internationales. Et le problème, c'est qu'on est vraiment dans un deux poids deux mesures, un déséquilibre total du rapport de force, où même si l'Azerbaïdjan est un régime, on va dire tyrannique, même terroriste, parce qu'il terrorise la population arménienne, et raciste, ouvertement raciste anti-arménien, ils sont assez explicites là-dessus, ça n'émeut pas tant que ça les chancelleries occidentales qui sont maintenant dans une perspective d'approvisionnement de gaz et de pétrole azerbaïdjanais au prix des civils arméniens. Pour autant, dimanche dernier, il y avait une conciliation à Washington entre le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie et celui de l'Azerbaïdjan. Est-ce que cette concertation a mené à quelque chose? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en aucun cas, il est question dans ces négociations arméno-azerbaïdjanaises d'un règlement, d'un statut pour la population arménienne du Karabakh. On parle surtout quand il y a des discussions sous l'égide des États-Unis ou même de l'Europe, il est surtout question de trouver une solution au tracé de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui a besoin d'être délimité, parce qu'il y a eu la guerre entre-temps. Mais en aucun cas, le sort d'une population autochtone arménienne, donc de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, qui fait face à la menace imminente d'un nettoyage ethnique, voire d'un ethnocide. D'un nettoyage ethnique total, et assumé par le pouvoir azerbaïdjanais, qu'il a bien clarifié qu'il chasserait les Arméniens comme des chiens. Et là, ce que fait... Ça, c'est ce que dit le pouvoir c'est ce que dit Aliyev, ce qu'a dit Aliyev en 2020. Et là, en fait, ce qu'ils font depuis 2 ans, c'est une guerre psychologique, une guerre d'harcèlement pour
rendent la vie, le quotidien des Arméniens d'Artsakh impossible. Parce que c'est quoi le quotidien de ces personnes qui vivent dans le Haut-Karabakh, donc dans cette enclave arménienne au sein du territoire Les azerbaïdjanais? 120 000 Arméniens du Karabakh, 30 000 enfants qui sont coupés, font face à un blocus économique et physique qui les asphyxie depuis le mois de décembre dernier. Est-ce qu'on peut vivre en autonomie dans le Haut-Karabakh? C'est extrêmement difficile aujourd'hui de s'approvisionner en biens de première nécessité parce que les matières, les denrées arrivent au compte-gouttes depuis l'Arménie. Et encore là, c'est encore plus difficile avec ce nouveau checkpoint. Vous n'avez plus des billets de banque qui circulent, plus de monnaie. Maintenant, ce sont des coupons de rationnement. Vous n'avez plus d'accès aux médicaments comme avant. Et il est extrêmement difficile aussi pour les personnes âgées d'être évacuées en Arménie pour se faire soigner. Et encore plus aux enfants d'avoir une scolarité et une vie normale. Les Azerbaïdjanais poursuivent une politique en fait de nettoyage ethnique et d'ethnocide à degrés divers qui vise à rayer la population arménienne de l'Artsakh, mais aussi, je dirais, à tuer l'âme arménienne de l'Artsakh parce qu'ils ont entrepris dans tous les territoires qu'ils occupent une destruction systématique du patrimoine arménien religieux, chrétien et antéchrétien. Et là, il y a un sujet religieux. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a d'abord un sujet de colonisation, mais il y a en plus un sujet de survie de ces chrétiens d'Orient. Oui, enfin ils sont à la fois, c'est une église chrétienne d'Orient, mais c'est aussi la première État-nation chrétien au monde. Hein. Enfin, l'État arménien, c'est le premier État chrétien au monde, il faut quand même le souligner. Et effectivement, l'Azerbaïdjan poursuit un ethnocide contre toutes les traces de cette civilisation, parce que elle est animée par une insécurité ontologique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un antagonisme entre l'Arménie qui revendique une vraie civilisation avec son alphabet, sa langue, son identité nationale, son marqueur, son église nationale, et l'autre, l'Azerbaïdjan, qui est un pays tiraillé par des influences contradictoires, parce que c'est un pays à la fois turcophone, mais chiite, laïque, occidentalisé, mais dont la majorité du peuple azéri vit en Iran. Il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus d'Azéris en Iran du Nord qu'en Azerbaïdjan. Donc tout cela, en fait, alimente un vrai malaise identitaire et la haine anti-arménienne. L'appel au meurtre arménien, ça cimente le récit national azerbaïdjanais. Parce qu'ils sont tout l'inverse de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que les Arméniens, c'est un peuple, en fait, qui n'a pas, on va dire, les mêmes valeurs que le peuple azerbaïdjanais. Mais surtout, cette haine, elle remonte à la fin du 19e siècle. Parce que vous avez la ville de Bakou, qui est la grande ville pétrolière du Caucase, qui est aujourd'hui la capitale azerbaïdjanaise. Et à la fin du 19e siècle, près d'un tiers de Bakou était aux mains des Arméniens. C'est-à-dire que le Bakou a été construite par des grandes fortunes arméniennes comme les Mantachev, qui d'ailleurs au passage, j'ai vu qu'a construit la cathédrale arménienne de Paris, à la rue Jean Goujon. Et donc vous avez effectivement une haine hystérique qui surtout s'est développée avec l'arrivée au pouvoir du dictateur Ilham Aliyev en 2003, qui est le fils du dirigeant historique Haïdar Aliyev. Et qui provoque aujourd'hui une guerre. On parle souvent d'ailleurs de guerre oubliée. Pourquoi est-elle oubliée, cette guerre? L'Arménie échappe aux écrans radars de l'actualité internationale parce qu'elle a le malheur de ne pas être dans le camp des gentils, entre guillemets. L'Arménie fait partie de l'OCTS, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'OTAN russe. C'est un pays qui a en fait sous influence russe, qui doit sa sécurité à la Russie. C'est un pays donc où les Occidentaux n'ont pas d'intérêt. Les Occidentaux, ce qu'ils veulent, si vous voulez, c'est se débarrasser de la présence russe dans le Caucase. Donc, ils l'ont fait en Géorgie plus ou moins bien. L'Azerbaïdjan joue sur 2 tableaux. Elle va dire aux Occidentaux qu'elle est anti-russe, elle va dire aux Russes qu'elle est anti-occidentale. Et l'Arménie, en fait, passe par part et profit, parce qu'elle n'a rien à offrir, si vous voulez, d'intéressant aux Occidentaux. Donc, ce qui fait que, contrairement à l'Ukraine, on a un vrai 2 poids 2 mesures, et aussi, je dirais même, des émotions à géométrie variable, parce que vous avez Ursula von der Leyen, la commissaire de l'Union européenne, qui défend, soi-disant, des valeurs, on va dire, humanistes, mais qui ne fait rien pour dénoncer le nettoyage ethnique en cours, et alors que tous les signaux, tous les marqueurs sont là. Il y a pourtant plusieurs eurodéputés qui ont fait de ce sujet un fer de lance. Je pense à Nathalie Loiseau et François-Xavier Bellamy, qui tous les deux, alors qu'ils sont de partis différents, sont très engagés sur ce sujet. Pourquoi aujourd'hui rien ne bouge? Parce que, encore une fois, on participe à une politique de non-assistance à un peuple en danger. L'Arménie est un pays, on va dire, qui intéresse plus mort que vivant. On est davantage on va dire, poussé à reconnaître le génocide des Arméniens de 1915, parce que c'est plus commode d'honorer la mémoire des morts que de protéger les vivants.
Et en cela, on s'inscrit, pour répondre à votre question, dans la continuité d'une histoire tragique qui avait déjà fait ses preuves au début du XXe siècle, lorsque l'Arménie avait été abandonnée en 1920, lorsque l'Arménie avait été indépendante pendant 2 ans et demi, et elle a été, on va dire, rayée de la carte par l'attaque simultanée de la Turquie kémaliste et de la Russie bolchevique. Et à cette époque, les Arméniens appelaient à l'aide l'Occident, et les Occidentaux n'ont rien fait, n'ont pas bougé, parce que ce n'est pas dans leurs intérêts. Merci beaucoup Tigran Yegavian. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et du Caucase, chercheur à l'Institut chrétien d'Orient. Vous publiez notamment Géopolitique de l'Arménie aux éditions Biblio Monde. Merci beaucoup. Merci à vous.